Bienvenue à ce webinaire. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Nathalie Gay. Je suis directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités. Alors, voilà. Quelques quelques remarques. Vous remarquez que vous vous trouvez dans une salle de réunion Zoom, donc on vous demanderait votre collaboration afin de garder le silence et d'éteindre vos caméras. Le webinaire est actuellement diffusé sur YouTube et sera disponible sur la page web de l'Observatoire dans les prochains jours, ainsi que sur nos médias sociaux. Alors bienvenue. Et alors, évidemment, la thématique de la discussion aujourd'hui, c'est la question de l'insécurité alimentaire. Donc, vous en aurez peut-être entendu parler dernièrement dans l'actualité, que ce soit lors de la publication du rapport de l'Observatoire québécois des inégalités ou alors lors de toutes sortes de nouvelles, et même aujourd'hui avec la publication de nouvelles données concernant les banques alimentaires. Donc, évidemment, on parle d'une problématique qui affecte environ 1 million de personnes au Québec. Donc, une problématique très sévère et dans le contexte actuel où il y a une augmentation du coût de la vie, où une grande partie de la population est confrontée à diverses pressions, que ce soit au niveau du logement ou d'autres dépenses, le transport, etc. La problématique de l'insécurité alimentaire devient de plus en plus grave, lourde et sérieuse. Et donc, l'objectif de notre activité aujourd'hui est de discuter un peu plus à fond de cette problématique sous différents angles et aussi d'aborder les solutions durables pour agir sur la problématique. Donc, nous allons dans un premier temps entendre François Fournier qui va reprendre, chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités, qui va reprendre les grandes lignes du rapport. Ensuite, on aura une discussion avec 5 invités que je vais vous présenter et vous aurez l'occasion vers la fin là, de poser des questions dans le chat ou alors sur le groupe Facebook qui avait été créé pour l'événement. Donc, et nous allons terminer à 13 heures. Alors, je vous présente nos invités. Anne-Marie Aubert est avec nous. Elle est coordonnatrice du Conseil du système alimentaire montréalais. Anne-Marie Aubert est une spécialiste du développement des organisations et des politiques publiques qui cumule plus de 15 ans d'expérience en politique fédérale et en mobilisation des citoyens. Nous avons aussi avec nous Olivier Bonnet, qui est directeur général de Parole d'Exclus depuis août 2021. Son parcours inclut du travail humanitaire international avec Médecins sans frontières en Asie, du développement communautaire pour combattre l'exclusion et la pauvreté de personnes marginalisées en Chine, en Inde, en Afrique et au Canada, et la protection de la faune au Canada et à l'étranger. Nous avons aussi Sylvie Chamberlain, qui est co-directrice générale du Carrefour solidaire, Centre communautaire d'alimentation. Elle chapeaute les programmes de mobilisation citoyenne et d'agriculture urbaine, alliant ainsi ces deux formations en environnement et en technique de travail social. Gaël Chantrel, qui est directeur des opérations des banques alimentaires du Québec. Il gère l'ensemble de la logistique liée à la gestion des denrées et à leur partage équitable à travers le réseau des banques alimentaires du Québec en misant sur son expertise sur les enjeux logistiques, environnementaux, sociaux et économiques. Virginie Larivière, qui est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Donc, Virginie Larivière a un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en sciences de l'environnement et elle est engagée depuis 9 ans dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et enfin, mon collègue François Fournier, chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences politiques et d'un doctorat en sociologie. Il travaille à l'Observatoire depuis 2 ans. Il a travaillé sur la fracture numérique, sur l'impact de la pandémie sur les populations immigrantes et racisées et maintenant sur les inégalités alimentaires. Donc, François, je te cède la parole immédiatement pour ta présentation. Merci beaucoup, Nathalie. Marianne, est-ce que tu es à l'écoute pour mettre le PowerPoint? C'est un PowerPoint avec simplement 2 A. Merci. La page précédente. Oui, yay!
Bon, merci Marianne, merci à tout le monde d'être là. Alors, comme Nathalie l'a dit, il y a plus d'1 million de personnes en insécurité alimentaire au Québec. L'objectif initial du projet, c'était, qui est devenu un rapport de l'Observatoire, est issu donc d'un mandat de la Direction générale de la santé publique. L'objectif était d'identifier les causes profondes de l'insécurité alimentaire, de proposer des pistes de solutions à considérer. Alors, la démarche qui a précédé la rédaction du rapport final, ça a d'abord commencé par une revue de littérature que l'on a ensuite diffusée. Et on a recueilli les avis d'une 50aine d'organismes et de personnes, y compris des personnes en insécurité alimentaire. Donc, tout ça pour dire que le rapport final a beaucoup bénéficié de la consultation. Il y a 5 développements dans ce rapport-là. D'abord, un portrait de l'insécurité alimentaire au Québec qui comprend des statistiques récentes, les groupes les plus touchés, les effets de la COVID-19 et des perspectives d'avenir avec la flambée inflationniste. Ensuite, bon, les conséquences de l'insécurité alimentaire qu'il ne faut pas oublier sont vraiment importantes et bien documentées, conséquences sur la santé des personnes, sur le système de santé, sur la dynamique familiale et son impact évidemment sur le droit à l'alimentation et le droit à la dignité. Ses principales causes aussi, à savoir des ressources financières insuffisantes en raison d'inégalités persistantes et de politiques sociales inadéquates ou déficientes. Ensuite, on aborde les réponses actuelles à l'insécurité alimentaire. Donc, les politiques publiques et plusieurs types d'interventions communautaires ont une approche d'atténuation de l'insécurité alimentaire. Ces interventions-là, soyons clairs, sont et seront toujours essentielles, mais elles n'ont pas la capacité à elles seules de faire baisser l'aiguille de l'insécurité alimentaire, aiguille qui d'ailleurs ne fléchit pas année après année. Le 5e et dernier développement du rapport, c'est d'une part 12 orientations pour intensifier la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est aussi des pistes de solutions pour progresser vers une réduction durable des inégalités alimentaires, ce qui est la thématique du webinaire aujourd'hui. La direction générale de ces pistes-là, c'est de ces pistes à considérer, c'est de voir l'accroissement du pouvoir d'achat des ménages précaires en redressant les revenus d'emploi, de protection sociale, mais aussi en contenant le coût de la vie pour ces ménages, et en particulier, évidemment, la question du logement qui gruge une bonne partie du budget. Enfin, Marianne, tu peux changer de diapo. Merci. Je termine en rassemblant 6 propositions inspirées des consultations, mais aussi de conversations qui ont suivi le dépôt du rapport, qui pourront peut-être alimenter les échanges d'aujourd'hui sur la réduction de l'insécurité alimentaire. Donc, première perspective, voir à ce que les initiatives communautaires qui atténuent l'insécurité alimentaire soient mieux soutenues. Deuxièmement, réclamer la mise en place de mesures de réduction durable et de prévention de la sécurité alimentaire en s'attaquant à ces causes profondes. Troisièmement, ne pas opposer les interventions en atténuation et les mesures de réduction. Elles sont toutes nécessaires et complémentaires et doivent être menées de front. Quatrièmement, des mesures progressives de réduction durable de l'insécurité alimentaire enlèveraient de la pression sur l'intervention communautaire en première ligne. Ensuite, élaborer des initiatives communautaires qui favorisent aussi une réduction durable de la sécurité alimentaire. Puis enfin, encourager une réflexion collective sur les moyens d'améliorer le pouvoir d'achat des plus démunis pour favoriser leur sortie de pauvreté. Donc, c'est ça. Merci. Et puis, à toi, Nathalie. Merci beaucoup, François. On aura l'occasion de revenir vers toi vers la fin du séminaire. Alors, excellent rapport pour lequel on a eu d'excellents échos. Alors, je commencerai la période de discussion avec Sylvie Chamberlain. Je vous inviterai dans un premier temps à nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites sur le terrain, quelles sont les actions que vous menez en lien avec l'insécurité alimentaire. Très bien, mais oui. Donc, le Carrefour solidaire, nous, on a la mission d'améliorer l'accès à une saine alimentation pour tout le monde et de soutenir un système alimentaire local juste et durable. Donc, on a un amalgame de services d'action qui sont
qui se déploient sur le terrain. On peut penser, par exemple, à nos programmes d'agriculture urbaine qui permet aux gens, aux résidents du quartier de venir se servir dans toute dignité, en fait, là, dans les légumes, des légumes sur le terrain. On a des programmes de cuisine collective, on a un marché aussi, on a un programme d'épicerie à 3 paliers de prix. Nous avons aussi des repas communautaires, les bols du quartier. Donc, vraiment, on essaie d'avoir un amalgame de services pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin, mais à différentes échelles aussi et vraiment d'offrir le plus de services possibles pour ce que les gens ont besoin au moment où ils en ont besoin aussi. Donc, on a créé aussi un programme là, de coupons alimentaires que je pourrais peut-être vous parler un petit peu plus tard, mais c'est ça c'est l'ensemble de nos activités, en fait, qui répond aux besoins du quartier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation sur le terrain? On a évoqué beaucoup de chiffres jusqu'à maintenant, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous voyez particulièrement depuis les derniers mois? Oui. En fait, nous, quand on est venu s'établir dans le secteur Sainte-Marie, on a maintenant un pignon sur rue. On avait déjà sélectionné, disons, ce secteur-là parce qu'il y a une très grande concentration de pauvreté, notamment par la présence de HLM. Puis, on savait déjà qu'il y avait ça. Mais dans les derniers mois, ce que ça nous a permis de vraiment comprendre, c'est que les gens ont besoin, que les besoins augmentent aussi parce qu'il y avait d'autres organismes du secteur qui répondaient à certains besoins, sauf que ces organismes-là arrivent plus nécessairement à répondre à à la demande. Puis nous, on voit vraiment une augmentation de fréquentation de nos services. On reçoit énormément d'appels d'aide aussi. On fait pas de mesures d'urgence, là. On n'a pas, par exemple, de services de banque alimentaire ou de dépannage alimentaire, nous, au Carrefour solidaire. Donc, c'est vraiment plus des programmes qui sont complémentaires aux banques alimentaires. Et en ce moment, en fait, on a beaucoup de référencement. Notre service de référencement là, est vraiment accentué parce que les gens ont besoin d'aller chercher un ou plusieurs paniers, en fait, donc d'autres sources. Et on a une augmentation des demandes pour nos bols du quartier. On est passé de 40 à 50 de personnes qui utilisaient les bols au début. C'est un nouveau programme, là, soit dit en passant, qui a commencé au mois d'avril, mais on est passé de 40-50 à maintenant, on sert 80 à 90 repas par service, donc 2 fois par semaine. Fait qu'on voit vraiment une augmentation. Il y a d'autres choses qui expliquent ça, là, notamment que c'était un nouveau service qui était plus connu, etc. Mais on voit aussi que les personnes à faible revenu l'utilisent de plus en plus, ce service-là, ce qui nous permet de rejoindre, en fait, notre mission le mieux possible. Puis, en fait, ce qui est... c'est ça. Ça répond aux besoins. Puis les gens peuvent utiliser aussi l'épicerie à 3 paliers de prix, là, à tarification sociale. Fait que c'est vraiment comme une espèce de service combiné. OK, merci. Gaëlle Chantrel, justement, vous publiez aujourd'hui de nouvelles données. Alors, parlez-nous de l'éclairage que cela apporte sur la question là, de l'insécurité alimentaire. Effectivement, alors on l'a pas fait pour le bien du webinaire, mais effectivement, on publie aujourd'hui, vous allez probablement le voir dans les médias, notre bilan fin. Donc, le bilan fin, c'est un sondage qui recueille des données durant le mois de mars auprès de tous les organismes du réseau des banques alimentaires du Québec pour nous donner un peu le portrait des besoins d'aide alimentaire. Et ce qu'on constate, et ce qu'on le ressentait déjà avant même les résultats, c'est que les résultats sont vraiment très mauvais. On aide vraiment beaucoup trop de gens. Donc en 2022, on a reçu 2,2 millions de demandes d'aide alimentaire auxquelles on a répondu. C'est quand même une forte hausse de plus de 20% par rapport à l'année dernière. On aide donc 671 000 personnes tous les mois avec tous les services confondus du réseau. Et pour ce qui est de la distribution des paniers de provisions, on a une augmentation de 43%. Donc, il faut se rendre compte que vraiment, en plus, le sondage a été fait, donc cette recueil d'informations a été faite au mois de mars 2022, où l'inflation était peut-être pas à son sommet,
Donc, ce qu'on ressent par nos membres sur le terrain, c'est que clairement, ces chiffres-là, il faut presque les prendre comme un minimum de ce qu'on vit actuellement, parce que la réalité d'aujourd'hui semble beaucoup plus élevée encore. C'est des sommets dont on n'a jamais connu ça au sein du réseau des banques alimentaires du Québec. Et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à y faire face. On manque de denrées alimentaires, on manque aussi de financement. Pour la première fois de notre vie, on a dû être, et pour la plupart des moissons, ça a été le cas aussi de nos membres, on a dû faire des achats de denrées pour combler justement ce manque de denrées alimentaires-là. Donc non, ça va très mal. Par chance, nos moissons et les organismes qui sont accrédités à ces moissons font un travail formidable, parce que souvent, c'est avec pas grand-chose qu'ils réussissent à fournir des aides alimentaires. Puis oui, il y a plus de monde, il n'y a pas toujours plus de denrées. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'avec les denrées qu'on a, on va essayer quand même d'aider le plus de monde possible. Mais la réalité fait que face à cette explosion des demandes d'aide alimentaire, on a terriblement besoin de denrées alimentaires. Et c'est un peu notre rôle, les banques alimentaires du Québec, d'aller chercher ces quantités manquantes. Nous, notre réseau, comment il est fait? Donc, on est le réseau provincial. On a un réseau de 19 membres qu'on appelle Moissons, qui sont souvent connus, Moisson Montréal, Moisson Laurentide, Moisson Québec. On en a dans toutes les régions du Québec. Ces moissons-là desservent donc à L19 un réseau de plus de 1200 organismes communautaires. Et pour les régions très éloignées, on a des membres qui s'appellent des membres associés qui font un peu ce même travail-là. Et donc, notre travail, c'est de pouvoir les ajouter à leur récupération quotidienne, puisque les moissons récupèrent des denrées alimentaires régionalement à travers différents programmes locaux. C'est d'ajouter justement des denrées qui manquent en récupération. Donc, notre rôle au niveau de l'approvisionnement en denrées est très important. Et c'est pour ça qu'on sollicite plus que jamais les différents gouvernements et différents donateurs privés pour obtenir davantage de denrées alimentaires. Oui, merci. Anne-Marie Aubert, je me dirige vers vous maintenant. Donc, je comprends que votre rôle est de favoriser la concertation d'un réseau de partenaires à l'échelle montréalaise. Est-ce qu'on peut parler d'une vision commune sur l'enjeu de l'insécurité alimentaire? Et parlez-nous de la tendance que vous observez à Montréal et de l'évolution de la situation ces dernières années. Anne-Marie? Vous êtes en sourdine si vous essayez. Problème de débutante. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation d'être là aujourd'hui aussi, puis pour le rapport que vous avez publié. Justement, on a été très contente aussi de votre approche collaborative pour développer ce rapport-là, puis prendre les échos je comprends, des gens partout au Québec. Justement, à Montréal, le Conseil SAM, on a un double mandat, si on veut. On a un premier mandat qui est de formuler des conseils à la Ville de Montréal, l'agglomération de Montréal, donc d'aider la municipalité à développer des politiques et programmes qui touchent le système alimentaire, et aussi de coordonner et faire de la concertation, favoriser le partage de connaissances entre un réseau de partenaires qui est très actif à Montréal, comme vous savez, plus de 150 d'organismes ou de personnes dans la recherche, différentes institutions qui sont dans cette volonté de changer notre système alimentaire. Effectivement, depuis la création du Conseil SAM en 2018, une des choses qu'on a pu faire ensemble, c'est d'établir une vision plus partagée sur la problématique de l'insécurité alimentaire et les solutions les plus structurantes à y apporter. Donc, je ne veux pas aller en détail parce que ça rejoint vraiment ce qui est présenté dans le rapport et les conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Mais je pense que c'était très important la reconnaissance que l'insécurité alimentaire est d'abord et avant tout un problème de pauvreté. Donc, c'est un problème de défavorisation matérielle, puis une question de manque d'argent. Et aussi la reconnaissance de toute la gamme de solutions qui existent et de leur importance. Donc, on a d'un côté des mesures les plus structurantes au niveau de bonification des revenus, soutien avec des programmes gouvernementaux. À l'autre bout du spectre, on a tout ce qui est dépannage alimentaire, aide d'urgence pour vraiment juste venir aider les gens qui se retrouvent dans des situations de grande précarité. Et entre ces deux extrêmes, si on veut, il y a tout un spectre de solutions, de programmes qui sont possibles et qui méritent d'être bonifiés. Donc, avec notre réseau de partenaires, on travaille sur plusieurs projets, plusieurs pistes de solutions qu'on va pouvoir aborder tantôt. Et justement, parce qu'à Montréal,
on a une triste historique d'insécurité alimentaire. Même avant la pandémie, ça s'élevait autour de 14%, qui est très élevé pour une ville de la grandeur de Montréal, si on regarde les autres villes canadiennes. C'est lié à des problèmes, des problématiques de pauvreté, évidemment, comme j'ai dit tantôt. Et on voit que la réponse, les investissements à ces problématiques ne sont pas à la hauteur du problème. Donc, oui, on a beaucoup de monde qui travaille pour répondre à la faim, mais avec ce qu'on a actuellement, on n'arrive pas. Donc, c'est vraiment important de trouver d'autres solutions, de chercher des réponses plus structurantes. On pensait on avait vu avec la pandémie une hausse de la précarité un peu partout, mais à Montréal, ça a été très marqué et on a vu l'augmentation de la demande dans les organismes communautaires, dans les banques alimentaires. Puis, on aurait pu croire qu'après le pic de la pandémie, que ça allait redescendre. Mais ce qu'on voit actuellement n'est vraiment pas le cas. On entend des organismes qui, juste dans les derniers 6 mois, ont encore constaté le double de la demande. Donc, c'est vraiment un problème de croissance de la demande, ce qui nous laisse croire que le taux d'insécurité alimentaire en tant que tel augmente, comme on voit aussi le prix des aliments à Montréal a augmenté de 15%. Donc, avec toute cette panoplie de facteurs, on a plus besoin que jamais d'accélérer la mise en place de solutions. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous sens tous friands là, de discuter des solutions. On va y arriver très bientôt, je vous le promets, mais on va terminer un premier tour de piste. Maintenant, Virginie Larivière, quelle est l'importance de cette problématique-là pour les membres du collectif pour un Québec sans pauvreté? Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation au webinaire. Puis je passe vraiment mes félicitations à François pour le rapport qui est vraiment bien étoffé puis qui prend grand soin, avec raison, de ne pas opposer les stratégies d'atténuation puis de réduction de l'insécurité alimentaire. Pour nos membres, on est beaucoup sur les enjeux, nous, de la réduction. La mission puis les revendications du collectif sont beaucoup plus portées sur les stratégies de réduction de l'insécurité alimentaire, réduction donc de la pauvreté. Donc, pour nos membres, c'est évidemment central à leur mission, à leur mandat, à leurs revendications. La question de l'insécurité alimentaire, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est un enjeu de pauvreté, c'est un enjeu de manque de revenus pour accéder, bien évidemment, à de la nourriture, mais de façon générale, à l'ensemble de ses besoins de base. On le sait que la nourriture, c'est la dépense la plus compressible, celle qu'on va rogner parce qu'on peut rogner cette dépense-là. On ne peut pas couper dans son loyer, on ne peut pas couper dans sa facture d'Hydro-Québec, ni de téléphone, ni de transport. Alors, la seule dépense qu'on peut arriver à rogner, c'est celle de l'alimentation et c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé évidemment physique et mentale pour les personnes qui la vivent, mais ça commence pas mal à ressembler à un problème de santé publique quand les banques alimentaires sonnent l'alarme d'année en année, qui brisent des records d'année en année. Il y a vraiment lieu de s'inquiéter et pour le collectif et ses membres, c'est vraiment, vraiment une question qui est centrale dans la mission qu'on a là, de lutter contre la pauvreté. Merci. Olivier Bonnet, votre organisation Parole d'exclus pose un regard global sur un territoire qui est bien circonscrit. Quelle est l'importance de l'insécurité alimentaire dans votre communauté et comment vous l'abordez avec les personnes dans votre communauté? Merci. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation, Nathalie. Parole d'exclus, on est ancré dans un milieu de vie de citoyens en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à Montréal-Nord depuis une quinzaine d'années. On mobilise les citoyens pour développer des actions collectives visant à des transformations significatives. On a été très occupés pendant une quinzaine d'années à accompagner des initiatives citoyennes en matière d'alimentation, de saine alimentation. Il y avait le système alimentaire pour tous et depuis une dizaine d'années, avec les citoyens, on avait une coopérative qui s'appelle Panier Futé
et qui a malheureusement, les activités de cette coopérative ont brusquement pris fin cette année faute de ressources, et donc ça illustre un petit peu les problèmes qui ont déjà été mentionnés d'un manque, d'une insuffisance d'investissement, alors qu'on est dans un milieu extrêmement défavorisé. Montréal-Nord, je pense que tout le monde est conscient que c'est là où il y a beaucoup de pauvreté au niveau de la ville de Montréal. Et donc, il nous reste un espoir parce qu'il y a un plan de développement social qui a été adopté suite à de nombreuses consultations citoyennes, des forums, etc., et qui a été adopté en décembre 2021 avec l'arrondissement. On avait contribué aussi par des initiatives citoyennes à une stratégie de pôle alimentaire et de recherche de réduction de l'insécurité alimentaire à long terme. Et ce plan de développement social a été aussi adopté par l'arrondissement. Donc, on espère qu'on va voir les investissements nécessaires justement pour réduire l'insécurité alimentaire dans le quartier. Il y a beaucoup de travail actuellement qui est fait de planification, de coordination avec les acteurs, tous les acteurs du quartier. Il y a plusieurs organisations qui font principalement du don alimentaire. Donc, on a toujours cette impression d'être en crise perpétuelle. Évidemment, la pandémie a exacerbé ces inégalités, mais on ose espérer là on se retrouve vraiment bien dans le rapport de l'Observatoire. On se retrouve vraiment à tous les niveaux. C'est une excellente analyse et évidemment, les pistes de solutions, il y en a qui ont déjà été discutées avec des citoyens à différents moments. Donc, on espère vraiment que ça va répondre aux besoins. Ouais, voilà, j'ai hâte aussi d'aborder les pistes de solutions. Merci. Allons-y. Écoutez, dans ce premier tour, on aura constaté qu'il s'agit d'un phénomène dont l'importance, malheureusement, va de façon croissante. Je retiens particulièrement la phrase là, de Virginie Larivière, à savoir que peut-être qu'on se dirige vers un problème de santé publique, tellement le phénomène est grave et répandu. Parlons des solutions. Effectivement, on constate que les mesures d'atténuation sont nécessaires, mais ne suffisent plus. Donc, je vous encouragerais, là, et je reviendrai peut-être vers Virginie Larivière pour commencer à aborder les solutions permettant de réduire durablement l'insécurité alimentaire. Donc, vous êtes d'avis que les mesures structurelles sont nécessaires et on sait qu'il y a différents publics. En fait, l'insécurité alimentaire touche différents types de profils. Donc, on vous écoute là, pour les solutions plus structurelles. Oui, merci. Mais sur les solutions plus structurelles, je pense que tout le monde les connaît, ces solutions-là. Il faut agir sur le revenu des personnes en situation de pauvreté ou à faible revenu. Donc, ça veut dire qu'il faut envisager très sérieusement d'augmenter substantiellement les prestations d'aide sociale de l'ensemble des programmes qui sont à l'assistance sociale. On le sait qu'en janvier prochain, il y aura un programme de revenu de base, mais pour une portion seulement des personnes qui sont à l'assistance sociale, alors qu'on sait que les personnes qu'on dit aptes à l'emploi ont souvent besoin d'accompagnement, de temps, de toutes sortes de services et qu'elles ont aussi besoin de manger comme l'ensemble de nous tous. Il faut évidemment augmenter le salaire minimum. Ça a été dit, ça fait une dizaine d'années que c'est rapporté par les bilans fins du réseau des banques alimentaires du Québec qu'il y a des gens qui ont des revenus d'emploi qui doivent passer à la banque alimentaire et qui souffrent d'insécurité alimentaire. Alors, il faut très certainement augmenter le salaire minimum de façon à ce qu'au moins une personne qui travaille à temps plein puisse penser sortir de la pauvreté. Donc, il faut améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle. Je pense aussi qu'il faut, et là on n'est pas tant sur la question des revenus, mais il faut aussi lutter contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté parce que les préjugés nous empêchent d'augmenter les revenus des personnes en situation de pauvreté. Les préjugés sont tellement forts, c'est presque épidermique, surtout quand on parle d'aide sociale, quand on propose d'augmenter les prestations d'aide sociale, les réactions sont vraiment épidermiques, très, très fortes, c'est très, très polarisé.
Et je pense qu'on aurait collectivement besoin d'un grand coup d'éducation populaire sur ça veut dire quoi être à l'aide sociale, ça veut dire quoi pas manger à sa faim, ça veut dire quoi se stresser à ne pas dormir parce qu'on ne sait pas si on va arriver à payer le loyer. Il y a vraiment des centaines de milliers de personnes au Québec qui souffrent de la faim puis qui sont coupées par Hydro-Québec aussi dans les périodes où Hydro-Québec peut suspendre le service pour défaut de paiement. Alors, comment se fait-il que dans une société riche comme la nôtre, on n'arrive pas à mieux soutenir les personnes en situation de pauvreté et à mieux comprendre leur réalité? Alors, la lutte contre les préjugés me semble être une genre de clé de voûte pour arriver après à augmenter, trouver consensus sur l'augmentation des prestations d'aide sociale, du salaire minimum, de l'amélioration en fait des conditions de vie des gens qui sont à faible revenu. Merci beaucoup. Très, très bonne suggestion. Sylvie Chamberlain, on va revenir sur les initiatives que vous avez évoquées brièvement. Comment accroître le pouvoir d'achat pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que nous, on s'est beaucoup questionné à comment, tu sais, à l'échelle d'un organisme communautaire, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour augmenter justement le pouvoir d'achat, puis redonner en fait ce pouvoir-là, tout simplement, là, aux personnes pour qu'ils puissent vraiment choisir les aliments dont ils avaient besoin puis dont ils avaient envie. Donc, on a mis en place en 2020 un programme, en fait, qui vise à tester l'implantation d'un programme de coupons d'alimentation fermiers. Donc, c'était vraiment sur la base de coupons fermiers. Donc, c'est la carte proximité, là, le projet qu'on a créé en 2020. C'est une carte de paiement, en fait, qui peut être utilisée dans les marchés participants pour acheter des aliments locaux ou provenant d'un circuit court. Est-ce que je réponds, Nathalie, aux questions ou on attend à la fin? Oui, mais je crois que ça. Je crois qu'il y a une main levée, mais je ne sais pas si je continue ou Non, mais continuez, on pourra revenir aux mains levées. Parfait. Oui, merci. Donc, la carte proximité, je peux peut-être vous parler un petit peu plus du fonctionnement, là, comment nous, on l'a mis en place. Donc, on est allé chercher des fonds quand même substantiels là, auprès des fonds publics, en fait. La DSP, la Ville de Montréal, il y a plusieurs financements, en fait, qui vient compléter le montage financier. Et la carte proximité est distribuée via des organismes communautaires. Donc, on a créé un très gros réseau d'organismes à Montréal, donc plus de 230 organismes communautaires qui participent à cet effort de distribution-là. Et les gens peuvent utiliser par la suite la carte dans les 10 quelques marchés là, sur l'île de Montréal. Nous, ce qu'on s'occupe, en fait, c'est d'émettre de recharger les cartes de paiement mensuellement. Donc, à chaque mois, on va remettre un montant pour la saison. En fait, c'est vraiment un programme pour l'instant qui fonctionne de juin jusqu'à octobre parce que c'était vraiment l'idée d'y aller en circuit court puis de respecter là, la saisonnalité des légumes. Sauf que pour l'instant, on teste là, l'approche pour l'annualisation parce que la faim ne disparaît pas après le mois de novembre. Donc, on a réussi là, à aller chercher d'autres fonds pour poursuivre ce projet-là à l'échelle du quartier Centre-Sud puis que les gens vont pouvoir l'utiliser à l'épicerie, les 3 paniers là, dont je parlais tout à l'heure. Merci. Gaëlle Chantrel, on voulait peut-être vous entendre sur la complémentarité, dans le fond, la nécessaire complémentarité entre des mesures un peu plus structurelles et le type de travail que vous faites au niveau des banques alimentaires. Effectivement, mais je vais répondre en même temps. Je pense qu'il y avait une personne dans la discussion qui nous a parlé justement de sortir effectivement du biais des banques. Je pense que dans cette discussion-là de justement de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, il faut être pragmatique, puis je mets des parenthèses, des guillemets à pragmatique, parce que souvent il est utilisé par des personnes qui veulent que rien ne change, ce mot-là, donc ce n'est pas mon cas. Quand je dis qu'il faut être pragmatique, il faut l'être réellement, dans le sens que oui, il y a un objectif final qu'on veut atteindre, qui est que les gens puissent avoir les moyens financiers nécessaires et suffisants pour tout simplement vivre décemment et ne pas avoir besoin d'une banque alimentaire. Mais en attendant d'atteindre cette réalité-là, parce qu'il faut être conscient qu'on ne l'arrivera pas à l'avoir dès demain, il faut le développer, il faut en discuter, il faut voir comment on y arriverait de manière concrète et dans le temps.
ben, il y a la réalité que les gens ont besoin d'une banque alimentaire. Donc, on ne peut pas les nier, ces personnes-là. Et si les banques alimentaires n'étaient pas là, je ne sais pas qu'est-ce que ces personnes-là deviendraient. Donc, il y a une double réalité qui fait que oui, il faut travailler sur le long terme. Et il y a des organisations comme le collectif finalement d'un Québec contre le... Excusez-moi, j'ai oublié le collectif pour un Québec sans pauvreté, voilà, qui fait ce travail-là justement de promotion d'alternatives et de la réalité des gens qui vivent dans la sécurité alimentaire. Mais de notre côté, nous, on ne peut pas passer à côté du fait qu'on a des besoins et qu'il faut aussi financer ces besoins-là à court terme. Donc oui, il y a le financement du long terme, oui, il y a le financement du court terme, et les deux ne s'en font pas compétition, ils sont complémentaires. Donc c'est notre vision dans les banques alimentaires du Québec et de sein de nos membres, c'est de bien penser à la réalité d'aujourd'hui et de ne pas tomber dans le dogme de oui, mais on n'a pas besoin des banques alimentaires, puis on ne devrait pas être là. Oui, au final, oui. Si on veut un discours très simpliste, oui, les banques alimentaires ne devraient pas être là, mais si on se fie à la réalité d'aujourd'hui, elles sont là. Puis c'est important de se dire que les personnes qui viennent dans une banque alimentaire, en règle générale, elles ont épuisé toutes les autres solutions possibles aux alentours d'elles. Tout le cercle d'amis, le cercle familial n'a pas réussi à répondre adéquatement à ce besoin. Donc, ils viennent dans une banque alimentaire. Et quand on est en situation de pauvreté, on ne vit pas en situation de pauvreté, on survit à la situation de pauvreté. Donc, on ne peut pas laisser ces personnes-là dans cette situation-là éternellement. Et effectivement, il faut penser à une alternative qui leur permettra de sortir de cette situation-là dignement. Et d'ailleurs, il n'y a rien d'indigne à devenir dans une banque alimentaire, bien au contraire. On est là pour ça, on est financé pour ça, on a des denrées alimentaires, même si elles manquent pour ça. Donc, il faut venir. Et quand on voit les résultats justement de la recherche dont on est là pour discuter, c'est qu'on a plus d'1 million, je pense, de personnes qui vivent en insécurité alimentaire. On n'aide pas 1 million encore de personnes. Donc, on voit bien qu'il y a des personnes qui pourraient bénéficier de l'aide alimentaire, qui en auraient besoin et qui ne viennent pas. J'espère pour eux qu'ils trouvent d'autres alternatives par leur réseau d'amis et familial. Mais s'ils n'en ont pas, il faut se faire connaître que la banque alimentaire est là et il n'y a rien de honteux à ne pas y aller. C'est honteux d'être dans la situation dans laquelle qu'on les mette dans cette situation-là, oui, mais eux ne sont pas honteux. Leur besoin n'est pas honteux. Donc, c'est important de travailler bien sur toutes les lignes de solutions. Oui, je pense que là, ça résume bien, en fait, cette approche-là qui permet de considérer des solutions plus durables et profondes, ainsi que les nécessaires mécanismes là, pour permettre aux gens de répondre à leurs besoins fondamentaux. Olivier Bonnet, vous avez commencé à parler des initiatives citoyennes dans lesquelles s'implique Parole d'Exclus, qu'elle essaie en fait même de dynamiser. Parlez-nous aussi de des autres approches ou des autres perspectives que vous avez pour réduire durablement l'insécurité alimentaire? Oui, malheureusement, j'ai parlé de la coopérative qui avait cessé ses activités plutôt en début d'année, à un moment justement où les besoins se faisaient beaucoup plus pressants. Et donc, il y avait des marchés mobiles, les marchés du Nord qui allaient rejoindre des personnes avec des difficultés de mobilité, donc des aînés, etc. Tout ça est tombé à l'eau. Alors évidemment, on a tenté de faire en sorte que d'autres organismes puissent prendre le relais de certaines de ces initiatives. Il y a une des initiatives qui étaient des paniers d'alimentation saine à moindre coût, qui a été repris par un des organismes à Montréal-Nord, un itinéraire pour tous, et en collaboration avec d'autres organismes aussi dans d'autres quartiers. Donc, ça nous a un petit peu rassurés. Mais là, oui, enfin, je rejoins un petit peu tout ce que Gaël disait au niveau de l'indignation. C'est sûr que là, on parle d'inégalité, et quand on sait les écarts de richesse entre toute une frange de la population et les plus riches, il y a de quoi s'indigner, il y a de quoi je pense, éclairer au niveau des solutions plus viables à long terme sur des personnes qui se trouvent en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et ce n'est pas une fatalité, donc c'est certain que… Mais sinon, au niveau de l'accompagnement d'initiatives citoyennes, là, c'est le propre de Parole d'Exclus, on valorise le savoir expérientiel, le vécu de personnes, on voudrait qu'elles soient impliquées dans les solutions qui sont mises de l'avant aussi dans l'élaboration de nouvelles politiques. Mais on voit à Montréal-Nord, dans un quartier défavorisé, enfin, je ne sais pas si c'est la norme, mais en tout cas dans des quartiers défavorisés, on a très peu d'accompagnement à long terme. Les financements, les bailleurs de fonds préfèrent financer à projet qu'à mission, et donc il y a toujours un petit peu
des insuffisances là au niveau d'une vision à long terme. Donc, c'est là que je rejoins certains constats dans le rapport et ce que disait Virginie là sur toutes sortes de solutions à long terme. Et les préjugés, je suis bien d'accord, ça fait partie du problème. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Nathalie, mais j'ai fait un petit tour d'horizon. Voilà, et j'invite les participants à commencer à rédiger leurs questions dans le chat. Je vais passer la parole à Anne-Marie Aubert avant la période de discussion afin qu'elle nous parle peut-être. Alors, vous agissez en concertation avec les acteurs à l'échelle montréalaise. Donc, quelles sont les solutions principales là, qui sont mises de l'avant à l'intérieur de ce réseau? Vous êtes en sourdine. Oui. Oui, effectivement, on a identifié un certain nombre de solutions. Puis, ce qui fait la force, je pense, du Conseil SAM et de son réseau, c'est que comme on est vraiment intersectoriel, quand on se positionne sur une piste de solution, mais ça veut dire qu'on a vraiment réussi à rassembler des gens qui viennent du milieu communautaire, du milieu de la recherche, de la vie, de la santé publique. Donc, vraiment, quelque chose qu'on voit qui ne répond pas juste à un besoin, une perspective, mais qui fait consensus dans la communauté que c'est vraiment une voie privilégiée. Donc, on a plusieurs que je pourrais nommer. C'est sûr on souligne l'importance de faire de la bonification des revenus et d'agir sur le logement. Aussi, la piste des coupons nourriciers, comme le projet de carte proximité porté par le Carrefour solidaire, c'est quelque chose qu'on appuie vraiment, puis on essaie de voir comment on pourrait faire une mise à échelle. L'exemple que je voudrais peut-être développer un peu plus, c'est que le Conseil SAM, on a pris position en faveur de développement, en fait, la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Partout ailleurs dans le monde, on voit ces programmes-là qui existent, qui font en sorte de garantir aux enfants des repas chaque jour, des repas sains chaque jour. Ça vient vraiment enlever un fardeau sur les parents, mais aussi garantir la nutrition des enfants. Et ce n'est pas juste de la nutrition, mais c'est aussi le développement des compétences. C'est aussi une façon de s'assurer que nos enfants comprennent c'est quoi une saine alimentation, comprennent aussi tous les aspects budgétaires, comment se les procurer, comment les préparer. Donc, au Conseil SAM, on a décidé de travailler dans un projet à l'échelle nationale, le chantier pour une saine alimentation universelle au Québec. Je pense que je n'ai pas donné le bon nom, mais PASUC. Et donc, on travaille avec différents partenaires, la table des chefs, le député déjeuner, le collectif québécois pour une saine alimentation scolaire et la cantine pour tous, je vais en oublier, mais bref, plein de partenaires pour vraiment travailler sur un modèle d'opérationnalisation d'un programme d'alimentation scolaire. À Montréal, depuis longtemps, on a des mesures alimentaires qui ciblent certains enfants dans certaines écoles pour leur donner des collations, parfois des repas. On voit que aussi le gouvernement du Québec a augmenté le financement de ces mesures-là un peu partout au Québec et que le gouvernement fédéral est prêt aussi, s'est engagé à la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire pan-canadien, mais qui, évidemment, nécessite une certaine négociation avec les provinces, vu que l'éducation, c'est dans les compétences provinciales. Donc, nous, on travaille avec ce regroupement de partenaires-là à l'échelle québécoise pour vraiment aller voir comment est-ce que ce programme-là pourrait être implanté, comment ça peut être adapté aux besoins de chaque territoire. Donc, ça, c'est vraiment une des pistes de solution qu'on souhaite privilégier. Et aussi parce que, un peu comme le modèle de carte proximité, on voit que c'est gagnant-gagnant pour d'autres problématiques du système alimentaire. Vous savez que l'insécurité alimentaire, c'est pas le seul problème qu'on a en lien avec l'alimentation. Il y a aussi la question de la surconsommation des aliments transformés. Quand on parle de problématiques de santé publique, ben c'est ça aussi parce que les mêmes personnes qui vont avoir faim sont les mêmes personnes qui vont avoir développé des maladies chroniques par alimentation de mauvaise qualité parce que les aliments ultra transformés sont aussi les moins chers. Donc, on veut avoir une alimentation, un approvisionnement d'aliments plus locaux, plus sains, plus basés sur le guide alimentaire canadien. Et un programme d'alimentation scolaire nous aide à aller vers ça, au moins pour une partie de la population, mais qui va
ces enfants-là vont aussi développer des habitudes alimentaires et des compétences alimentaires qui ramènent dans leur famille. Donc, pour plusieurs raisons, c'est vraiment une piste de solution qu'on souhaite de pousser, de faire avancer. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vraiment tabler là-dessus aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que Marianne, François, on a des questions du chat qu'on pourrait poser à nos panélistes? François? De mon côté, il y a plusieurs commentaires super intéressants. Il y a une question qui vient de l'Observatoire des tout-petits, fort intéressante. Alors, effectivement, pour améliorer l'acceptabilité sociale de mesures reliées aux revenus, il faut modifier les perceptions de la population à l'égard des personnes en situation de pauvreté. Quelles sont les pistes d'action en ce sens? Et aussi, bon, une question qui peut être reliée, qui sont les acteurs à soutenir pour faire le plaidoyer pour les mesures sur le logement et les revenus? Quelqu'un veut se lancer? Des idées dans un premier temps sur la façon de lutter contre les préjugés. Virginie? Oui, ben, j'irai rapidement sur la question des préjugés. Je pense qu'il faut vraiment tabler sur l'assistance sociale, en fait, qui reste un des programmes les plus stigmatisés au Québec. De façon générale, on s'entend souvent collectivement pour dire que les personnes aînées souffrent aussi de pauvreté et l'adhésion à cette lutte-là est beaucoup plus grande, plus facile aussi qu'envers, par exemple, les personnes assistées sociales. Donc, je pense que je miserais vraiment sur l'ensemble des programmes d'assistance sociale, en fait, de réduire d'éliminer les catégories qui existent à l'assistance sociale, par exemple. Récemment, on a vu à l'Écomusée du Tiers-Monde une exposition qui s'appelait Nous, portrait de l'assistance sociale, qui a été réalisée par des chercheurs de la TELUC et qui fait vraiment un grand travail d'éducation populaire, mais aussi qui met un visage sur certaines personnes assistées sociales qui racontent leur histoire, leur parcours, et ça permet vraiment de déconstruire des préjugés. Cette exposition-là va se promener pour les prochains mois, on espère les prochaines années, un peu partout au Québec. Donc ça peut être une belle piste de solution, en fait, pour faire un premier pas, en fait, pour essayer de déconstruire les préjugés envers les personnes assistées sociales. Ce serait une première solution. Après, le gouvernement pourrait aussi s'y mettre. Hein. Le gouvernement peut faire des campagnes sociétales comme il l'a fait pour, par exemple, que les gens adoptent un comportement, arrêter de ne pas consommer d'alcool au volant, attacher sa ceinture, lutter contre l'homophobie, ce genre de choses-là. Le gouvernement peut très bien prendre sur lui de mener une campagne sociétale, de diffuser à grande échelle sur un ensemble de médias et de plateformes. Ça, c'est quelque chose que nous, on revendique depuis longtemps au collectif et qui est très peu entendu du côté du gouvernement, malheureusement. Merci, Virginie. Anne-Marie? Oui, je pense que je suis d'accord avec ce que Virginie disait, puis je pense aussi qu'il faut oser porter un discours qui va un peu à l'encontre, pas à l'encontre, mais qui est différent que le discours qu'on entend toujours. Quand on entend parler d'insécurité alimentaire, c'est souvent dans l'attente des fêtes, on va mettre l'accent sur l'aide alimentaire d'urgence, comme avec la guignolée, les médias et des choses comme ça. Puis c'est pas pour dire qu'on ne devrait pas parler de ça, mais c'est facile de tomber dans le même discours. Puis peut-être qu'il faudrait plus tabler sur ce que les gens n'entendent pas aussi souvent. Le fait que beaucoup des personnes qui vivent la sécurité alimentaire travaillent et ne sont pas sur l'assistance sociale, même si on a beaucoup de gens qui ont recours à les banques alimentaires, que la majorité des personnes qui vivent l'insécurité alimentaire ne le font pas et trouvent d'autres façons de se débrouiller. Et je pense aussi que parfois, il ne faut pas avoir peur de rappeler qu'il y a des discriminations systémiques qui existent et ce genre de discours peut beaucoup déranger, mais si on est pour comprendre vraiment la situation dans laquelle les gens se trouvent, il faut reconnaître ces discriminations systémiques-là. Merci. François, je crois qu'il y a d'autres questions. Oui, juste, Marianne, est-ce qu'il y aurait des questions de ton côté avec YouTube? Oui, tout à fait. On a une question par rapport à l'inflation puis la hausse du coût de la vie.
que finalement, on en parle beaucoup ces temps-ci. Quelles actions on pourrait poser pour éviter que ça empire la situation actuelle qui est déjà visiblement très grave au Québec? Oui, Gaëlle. Alors, je vais juste rajouter quelque chose sur cette donnée-là que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est pas une solution, là, c'est encore un constat. C'est que à travers les différentes études du bilan fin qu'on a pu faire durant les dernières années, la frange de la population qui ne cesse d'augmenter d'année en année, ce sont les travailleurs. Donc, on sait qu'ils ont un revenu d'emploi et malgré tout, ils ont besoin d'une banque alimentaire, c'est déjà pas normal d'en avoir besoin, mais quand tu travailles, tu devrais quand même réussir à survenir à tes besoins. Et encore une fois, on constate ça au début de l'inflation. Et il n'y avait pas d'inflation l'année dernière, il y avait aussi une hausse l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a quand même une problématique, effectivement, entre même l'emploi qui ne permet même plus de nourrir ta famille. Donc, effectivement, il faut aussi ne pas perdre de vue cette réalité-là. Merci, Virginie. Oui, rapidement, en fait, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour réduire l'inflation. Je ne suis pas économiste, mais enfin, je sais que les propositions du gouvernement actuel, le gouvernement du Québec actuel, qui est de donner un chèque de 400 $ aux personnes qui gagnent entre 50 000 et 100 000 $ me semble plutôt mal ciblé, en fait, par rapport aux besoins et à l'insécurité des gens qui sont à faible revenu. On sait que le gouvernement va offrir 600 $ aux personnes qui gagnent 50 000 $ et moins, mais c'est de l'argent qui sera vite dépensé et ça ne me semble pas être une solution pérenne. Hein. Ça ne va pas durer très longtemps, c'est ponctuel jusqu'à ce que peut-être le gouvernement remette ça en jeu, mais ça n'a rien de structurant comme mesure. Alors, par rapport à l'inflation, il faudrait envisager des mesures mieux ciblées que d'envoyer des chèques de 400 $ à des gens qui font 100 000 $ par année. Ça n'a aucun sens. Oui, il y avait une autre. Oui, François, est-ce que tu as une autre question? Sinon, j'envoie une dans le chat pour Sylvie. Oui, ben en fait, c'est ça, j'essaie de trouver les questions, en fait, les plus, ils sont toutes pertinentes, hein, mais les plus générales, qui sont les acteurs à soutenir pour faire le plaidoyer pour les mesures sur le logement et les revenus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le pouvoir d'achat? Comme on a vu, c'est une solution structurelle à l'insécurité alimentaire et à la sortie de pauvreté. Donc, c'est très concret là, comme question. C'est certain que je ne veux pas donner ma réponse, là, même si ça me tente, mais quelle stratégie pour contrer les discours qui sont négatifs et qui disent, ben voyons, ce ne sera jamais possible. Mm-hmm. En plus de toutes les organisations qui sont là ici aujourd'hui, donc... Est-ce qu'il y a d'autres acteurs, d'autres personnes sur lesquelles il faut miser? Oui, Anne-Marie? Oui, mais je pense que les municipalités ont de plus en plus un rôle important à jouer dans l'alimentation et qui devient de plus en plus reconnu aussi. On sait que c'est pas tous les leviers qui sont à la portée des gouvernements municipaux et donc il y a certains programmes qui se déploient principalement à l'échelle nationale ou pan-canadienne. Par contre, quand on regarde ailleurs à d'autres villes, dans d'autres pays ou même au Canada, on voit que les villes ont plus de compétences pour agir et plus de leviers pour intervenir sur l'insécurité alimentaire. Donc, on peut penser à, par exemple, des villes qui ont le pouvoir de mettre une taxe sur les boissons sucrées dont les revenus sont réinvestis dans les programmes d'aide à accès à une saine alimentation, comme les coupons nourriciers, par exemple. Aussi, dans certaines villes, la question de l'alimentation scolaire est plus attachée à la ville même, donc est gérée plus à une échelle territoriale, ce qui permet de répondre à des problématiques plus précises, des préférences, pas des préférences forcément, mais des besoins et des préférences d'une population bien précis sur un territoire. Donc, je crois vraiment que en renforçant les compétences de la ville pour les municipalités pour agir sur l'insécurité alimentaire, qu'on
qu'on trouve un allié qui est déjà dans une perspective de proximité, donc qui est déjà un certain pouls des besoins de la population. Donc, pour moi, ce qu'on voit à Montréal, par exemple, c'est qu'on a une ville qui est très proactive pour essayer de trouver des solutions pour le système alimentaire, mais qui n'a pas toujours les leviers à sa disposition. Donc, c'est un acteur à soutenir, à encourager, puis peut-être à renforcer la capacité d'agir. Merci. Sylvie? Oui, bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement ma spécialité, mais on y a beaucoup réfléchi quand même au Carrefour. Puis, en fait, tu sais, c'est en 2019, le gouvernement fédéral a mis en place une politique alimentaire. Puis c'était quand même un des premiers pas que le gouvernement a fait qui respecte ou qui allait plutôt dans le sens du droit à l'alimentation. Puis tu sais, tant que le droit à l'alimentation ne sera pas nécessairement reconnu, qui sera pas un droit judiciable au Canada, mais c'est sûr que ça crée des inégalités comme ça parce que on doit mettre en place en fait des mesures structurantes comme ils sont nommées dans le rapport de François, mais ça prend vraiment quelque chose qui soit systémique. Puis je pense qu'il y a des engagements, je pense qu'il y a des volontés en ce moment qui sont très fortes, autant au niveau de la ville qu'au niveau du gouvernement fédéral et provincial, mais j'ai comme l'impression qu'il manque une espèce de fil conducteur entre ces acteurs-là pour que tout le monde mette ses efforts, en fait, dans la même direction. Comme si on sait c'est quoi on connaît les sources, on connaît les solutions, mais il manque une espèce de canot de communication là, pour que tout le monde mette ses efforts ensemble. Mais ça, c'est peut-être mon petit côté plus militante là, qui a envie que ça bouge plus rapidement. Oui, Virginie? Vraiment rapidement, mais tu sais, sur la question du logement, je pense qu'on peut pas faire l'économie de suivre ce que les groupes comme le FRAPRU et le RECLAC font. Ils connaissent la question du logement, les problématiques qui sont liées au logement sur le bout de leurs doigts. Ils mettent une pression énorme sur le gouvernement qui a pris des mois et des mois et des mois à admettre l'existence de la crise du logement, qui apporte encore des bémols sur son existence, ou en tout cas, donc je pense qu'on peut pas, c'est ça, il faut très certainement suivre un peu les revendications. C'est des groupes militants, mais ils ont des revendications qui correspondent aux besoins qu'ils peuvent apercevoir sur le terrain. Merci. François, on est déjà rendu au mot de la fin. Il reste 3 minutes au séminaire, donc je te laisse la parole et je remercie déjà l'ensemble des panélistes là, pour leur intervention aujourd'hui. François? Oui, ben merci Nathalie, merci aux panélistes aussi dont la qualité est vraiment exceptionnelle, le travail est exceptionnel dans des conditions extrêmement difficiles. Ce qui me fait aborder, le premier point qui saute aux yeux, qui a été relevé avec la première question, c'est la situation. Quelle est la situation actuelle? La situation actuelle est vraiment catastrophique avec la forte hausse des demandes d'aide alimentaire. En fait, Gaël parlait d'explosion des demandes d'aide alimentaire. Le prix des aliments qui a effectivement augmenté de 15%. Donc, l'impression d'être, comme quelqu'un a dit, être en crise perpétuelle. Et quelqu'un dans le chat qui disait, il ne faut pas oublier aussi la pression sur les organismes communautaires, sur les individus, la frustration de ne pas être capable de répondre aux demandes, les effets sur la santé mentale, la santé physique de ces organismes-là. Donc, ça fait aussi partie là, de l'ensemble de la problématique de la sécurité alimentaire. Quant aux solutions, tout le monde a admis ici il fallait penser à des solutions structurantes. Je suis bien content de voir que justement, il n'y a aucune opposition entre l'aide à court terme nécessaire et qui ne réduit pas, mais qui atténue certainement, et les solutions qui visent la réduction. Je pense que de plus en plus, si je peux faire une synthèse, disons, traduire ça en un mot, qu'il faut une stratégie globale, plus globale qu'actuellement sur l'insécurité alimentaire pour réduire l'insécurité alimentaire. Elle est, pour l'instant, elle est en silo et je pense que ça exigerait probablement un travail commun
collectif entre les gens qui interviennent en alimentaire, sécurité ou insécurité, et les gens qui interviennent, les groupes qui interviennent sur le filet social et sur la pauvreté. Je pense qu'il y a vraiment un pont à faire, des alliances à faire intersectorielles aussi pour que les choses bougent, parce qu'on sait bien que les choses ne bougent pas toutes seules. Le changement, c'est un long processus, mais de se parler, je pense que c'est vraiment important. Alors, donc, là, j'ai fait mon éditorial, hein, fait que... Merci François, merci beaucoup. Je crois que ça résume formidablement la richesse des discussions que nous avons eues aujourd'hui. Je tiens encore à vous remercier, vous six, pour votre contribution aujourd'hui. Merci à tous les participants et participants qui se sont joints à nous. Désolée de devoir terminer maintenant. Je pense qu'on en aurait eu encore beaucoup à dire, mais le travail ne s'arrête pas là. Comme on l'a dit, le webinaire sera disponible. Faisons-le circuler, multiplions les interventions pour faire en sorte que la problématique de l'insécurité alimentaire soit abordée avec tout le sérieux et l'importance qui est nécessaire, dans le fond, pour trouver des solutions durables à ce phénomène. Donc, encore une fois, merci beaucoup et à bientôt pour une autre discussion. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment.